Quelques jours après votre passage en force pour imposer la réforme des retraites et sa promulgation par le président de la République, même l'agence de notation Fitch a sorti sa casserole en abaissant la note de la France. Certes, et même si leurs appréciations ont des conséquences, pour notre part, nous ne révérons pas les agences de notation, mais toute votre action, elle, est faite pour satisfaire leurs exigences. Reconnaissez ainsi que votre politique n'est pas seulement injuste, elle manque aussi d'efficacité et elle crée de l'inquiétude. Or, vos annonces en matière budgétaire ne sont pas rassurantes non plus, parce que derrière le flou et les contradictions de votre programme de stabilité se cachent à l'évidence des mesures d'austérité sur la solidarité et les services publics. Parce que vous parlez de revue des dépenses, mais vous refusez obstinément toute mesure de justice fiscale. Votre méthode brutale conduit à une telle crise sociale et démocratique qu'elle inquiète même les marchés financiers. Alors il vous faut aujourd'hui changer de gouvernance pour redonner une perspective au pays et un espoir aux Français. Monsieur le ministre, allez-vous vraiment attendre 100 jours pour prendre acte de l'impasse dans laquelle est le gouvernement? Allez-vous vraiment attendre 100 jours pour changer radicalement de méthode et donner à votre action un nouveau cap qui soit plus juste, mais qui soit aussi plus clair et plus efficace? Monsieur le ministre, je n'ai pas lu tous les derniers romans, mais j'ai lu l'appréciation de Fitch. Et elle conteste votre méthode sans forcément contester vos objectifs. Moi, je vois que vous risquez d'aggraver encore votre politique et de maîtriser les dépenses publiques en sacrifiant encore davantage la solidarité, les services publics, les investissements d'avenir et encore une fois, sans prélever leur juste contribution sur les plus riches, sur les grandes entreprises, sur les multinationales, comme le demandent les Français après cette période si douloureuse et si injuste. Voilà ce que j'avais à vous répondre et j'espère que nous pourrons avancer ensemble. On ne compte plus les fermetures temporaires de services d'urgence ou hospitaliers aux quatre coins du pays. Le Sénat, par sa connaissance du quotidien de nos compatriotes, vous interpelle depuis des mois, oserais-je même dire depuis des années, sur la désertification médicale à l'œuvre qui se déporte à présent vers l'hôpital et les urgences. Je vous questionnais moi-même encore récemment sur le risque de fermeture de l'hôpital de Ruffec ou de Confolens dans mon département en Charente. C'est ainsi en cascade qu'arrivent les nouvelles fermetures de services que par euphémisme vous appelez suspension temporaire. Pas un territoire, bien souvent rural, n'est épargné par l'avalanche de défections de médecins épuisés par la charge de travail, de nuit comme de jour. Les maternités ferment en pagaille par manque de médecins et mettent en danger la vie des femmes. Monsieur le ministre, je vous prie d'écouter les territoires. Attention à ne pas considérer un service fermé comme un service désengorgé. À ce stade, la promesse d'Emmanuel Macron d'améliorer l'offre de soins d'ici la fin de l'année est un mirage. Vous devez, ce mercredi, faire un premier bilan du CNR Santé. Nous avons eu ce matin un aperçu peu convaincant sur France Inter de votre boîte à outils. La situation n'est pas acceptable, vous le savez, et les Français, comme les élus locaux, ont besoin de clarté sur les données du ministère en matière de fermeture. Le recours massif au 15 est-il l'alpha et l'oméga de vos moyens d'action? L'urgence des urgences, monsieur le ministre, c'est l'accès à la santé et non les retraites. Où sont vos propositions de régulation de l'accès aux soins? Où est votre vision de moyen terme pour assurer la continuité du service public de santé? J'ai le regret de vous dire, monsieur le ministre, qu'avec le gouvernement, vous gérez la crise de l'hôpital à la petite semaine, sans vision d'ensemble, sans mesurer les conséquences de vos propres lois, comme celle sur l'intérim. Vous éradiquez la médecine de proximité et vous condamnez des territoires entiers à la rupture de soins. Vous le savez, la précarité énergétique est bien réelle. Elle est subie quotidiennement par un nombre croissant de nos concitoyens. Dans ce contexte, plus de 2 millions de personnes seront effectivement affectées par l'extinction des tarifs réglementés du gaz prévu le 30 juin et en vérité, plus de 7 millions de ménages si on tient compte de ceux qui ont basculé en offre de marché mais dont les contrats sont indexés sur le tarif réglementé.
Certes, vous avez annoncé la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. Mais si la volatilité à la hausse des prix énergétiques demeure face au dysfonctionnement du marché de l'énergie, la perte de la maîtrise publique tarifaire garantie par les tarifs réglementés auxquels se raccroche le bouclier tarifaire est évidente. Qu'adviendra-t-il alors pour les consommateurs en 2024? Il y a là une grande inconnue. Et êtes-vous en mesure d'assurer que le basculement sur l'offre passerelle ou d'autres contrats n'ait pas d'incidence sur les tarifs à court ou moyen terme? Car de toute évidence, la piste évoquée par le gouvernement visant à mettre en place un prix de référence déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, qui servirait de base à la poursuite du bouclier tarifaire, n'offre aucune garantie et sûrement pas celle de tarifs réglementés qui étaient fixés par les pouvoirs publics. On le voit bien, le débat n'est pas nouveau, il ressurgit aujourd'hui. Quelle est notre capacité à retrouver une maîtrise publique tarifaire sur les biens de première nécessité que sont l'électricité ou le gaz? Alors, Madame la Ministre, voici ma question. Alors que l'inflation et les dérèglements du marché sont toujours en action, entendez-vous reporter la fin des tarifs réglementés? Et plus largement, au-delà des dispositifs conjoncturels par ailleurs bienvenus, quelles sont les mesures que le gouvernement prend au sein de l'Union européenne pour que le prix du gaz et en conséquence de l'électricité n'atteignent pas des niveaux exorbitants sans commune mesure avec les coûts de production de l'électricité dans notre pays?